Bonjour et bienvenue à Connexion franco-ontarienne, le podcast officiel de la Fondation franco-ontarienne. Mon nom est Jacob Guenette et je suis accompagné de Victoria Keboli. Bonjour. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Peter Hominuk, directeur général de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario, aussi connu sous l'AFO. Bonjour Peter. Bonjour Jacob, bonjour Victoria. Bonjour, Peter. Alors, avant de commencer, nous voulons juste dire merci énormément d'être ici avec nous dans notre podcast Connexion franco-ontarienne. Alors, Peter, nous voulons connaître plus de toi. Alors, parle-nous de tes origines, de vos expériences académiques, professionnelles. Nous voulons savoir. Je peux tout savoir. Ben, tu as dit qu'on avait juste 30 minutes. Moi, c'est Peter Hominuk, je suis directeur général de l'AFO. Mais moi, j'ai grandi originalement dans la ville de Welland, dans le sud de l'Ontario, pour ceux qui connaissent, dans la belle région du Niagara, où j'ai grandi. Si j'ai un bon nom francophone comme Hominuk, c'est que mon père était d'origine ukrainienne, ma mère est francophone. Fait mes études dans les écoles françaises. À un jeune âge, j'ai vraiment commencé à m'impliquer dans des organismes jeunesse, comme Direction Jeunesse dans le temps, qui n'existe pas, un peu comme la FESPO, mais pour les plus vieux. Par la suite, j'ai eu un emploi dans cet organisme-là où j'ai commencé à m'impliquer beaucoup dans la francophonie, les luttes pour les collèges dans le temps. Ensuite, je suis allé travailler à TFO pendant 3-4 ans à Toronto. Par la suite, je me suis dirigé dans la belle ville de Penetanguishene, dans la région du comté de Simcoe, où j'ai été directeur général de la Clé de la Baie. Une expérience tout à fait merveilleuse dans une communauté tout à fait merveilleuse, où on a pris un centre culturel, une radio communautaire, un ACFO régional, et on l'a transformé dans quelque chose de tellement plus gros. Quand je suis arrivé en 2012, on était 6 employés. Quand je suis parti, non, quand je suis arrivé en 2000, on avait 6 employés. Quand je suis parti en 2012, on en avait 60. On avait ouvert des garderies, des services d'emploi, alphabétisation, petite enfance. Des camps d'été. Si c'était francophone dans le comté de Simcoe, c'était la Clé de la Baie. Ça, je suis très fier de ce temps-là. Par la suite, je me suis dirigé à l'AFO parce que le goût du travail politique m'avait vraiment intrigué, m'avait vraiment attiré. Puis je regardais, je trouvais que la francophonie ontarienne avait besoin d'être mieux représentée. Puis j'ai décidé d'aller offrir mes services là-bas. Puis 12 ans plus tard, presque 12 ans plus tard, je suis encore là. Super. Je veux juste rajouter, je suis papa de 2 enfants, des fiers franco-ontariens, mariés aussi. Puis on vit maintenant dans la région d'Ottawa et c'est sûr qu'on se parle en français à la maison. En tout cas, la vie continue, hein? Bien sûr, bien sûr. Victoria, je vais te laisser passer à la prochaine question parce que Peter t'a répondu ma deuxième question. Merci, c'était super. C'est super intéressant. Yes. Mais c'est ça, c'est parfait. Bon, la prochaine question que nous avons pour vous, Peter, c'est pour ceux qui n'ont jamais entendu de la de la FO, quelle est sa mission et son mandat? C'est clair, l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario, c'est vraiment un organisme qui a été créé en 2006 suite à la fusion de ce qui existait avant, qui était l'ACFO provincial et la DECO, la Direction de l'Entente Canada Communauté Ontario. Mais nos origines datent vraiment de 1910 avec la création de l'ACFEO, l'Association canadienne-française d'éducation de l'Ontario, qui avait été créée pour contrer le règlement 17. Donc, cette idée dans la génétique franco-ontarienne de défendre nos droits date de ce temps-là, quand les gens se sont réellement organisés. Et l'histoire de l'AFO, pour moi, en est une qui date depuis 1910 et la création de l'ACFEO. Mais aujourd'hui, notre mission, elle est claire. On fait 3 choses. On est le porte-parole politique de la communauté franco-ontarienne. On est un organisme qui concerte la communauté franco-ontarienne. Et 3, on offre des services auprès de nos membres. On s'est donné plein d'outils pour faire ce travail-là. Je pense que les prises de position politiques de l'AFO sont très clairement indiquées, sont distribuées, sont très transparentes. On veut l'amélioration de tout ce qui existe en français. On veut les meilleurs services en français dans toutes les régions de l'Ontario pour tous les franco-ontariens. Et c'est certain que notre président, notre présidente est responsable d'être le porte-parole politique de l'organisme du mouvement franco-ontarien.
Aujourd'hui, l'AFO compte environ 180 membres associatifs et institutionnels. Donc, ça peut être des collèges, des universités, conseils scolaires, municipalités, etc., hôpitaux, etc. Et des organismes, des associations, des organismes locaux, régionaux, provinciaux. Ça, il y en a à peu près 160. Il y a ça, plus une trentaine d'institutions. Et il y a 200-300 individus qui sont aussi membres. Ça, c'est des gens qui sont des fervents défenseurs qui veulent vraiment contribuer à la cause. Mais nos services, notre travail, principalement dirigé vers les associations puis les institutions. On s'est donné d'autres outils comme le plan stratégique communautaire, qui est le plan de toute la communauté franco-ontarienne, des livres blancs pour vraiment être capable de faire notre travail politique sur des sujets très pointus. Il y en a un sur vieillir à la maison, sur la santé des francophones, les médias, les arts et la culture, etc. Tout est disponible sur le site web si les gens veulent aller voir, à monassemblée.ca. Et l'autre chose qu'on fait aussi, c'est offrir des services aux membres. Ça, c'est du travail individuel. On les regroupe en table de concertation, puis on fait beaucoup, beaucoup de formations. On comprend que la communauté franco-ontarienne peut évoluer seulement au rythme où tout le monde avance de la même façon. Ce n'est pas le cas. Il y a des régions qui avancent plus vite que d'autres. Il y a des communautés à l'intérieur de l'Ontario français qui cheminent de façon différente aussi. Puis ça, on essaie de donner les outils pour que tout le monde puisse avancer ensemble. Merci, Peter. C'est tout un grand travail que vous faisiez. Wow, très impressionnant. Pourrais-tu nous parler d'une de vos récentes initiatives que vous faites? C'est quoi les enjeux les plus importants que vous dealez avec en ce moment? J'ai vu dans votre infolette, vous parlez beaucoup de l'Université de Sudbury. Je ne sais pas si vous voulez élaborer un peu plus là-dessus. C'est certain que l'éducation reste au cœur de nos interventions. Le dossier de l'Université de Sudbury en est un qui est particulièrement intéressant. Vous allez vous rappeler que depuis plusieurs années, la communauté franco-ontarienne demande pour une université franco-ontarienne. On l'a eu avec la création de l'Université de l'Ontario français à Toronto. Depuis, le gouvernement a aussi donné une charte à l'Université de Hearst, à Hearst. Et dans le milieu de tout ça, l'Université Laurentienne a déclaré plus ou moins banqueroute. Et l'historique de vouloir des institutions par et pour les francophones, 100% francophones, des institutions homogènes, comme nos conseils scolaires, comme nos collèges, l'idée de transformer l'Université de Sudbury dans une institution 100% francophone est en train de se passer. C'est certain c'est pas toujours facile d'avancer ce type de travail-là, mais de plus en plus, on avance. L'Université de Sudbury a embauché un recteur qui fait un travail tout à fait magnifique. C'est Serge Miville, pour ceux qui ne connaissent pas. Vous devriez lui parler, lui aussi. L'information est en train de se transférer. On est au stade où on attend du financement gouvernemental, puis le gouvernement, écoute, ça va prendre du travail pour les convaincre qui ont besoin de comprendre les bénéfices. Vous savez, on a fait une étude qui a démontré que les retombées économiques de cette université-là étaient considérables par année, une fois que l'institution était ouverte, qu'elle était opérationnelle. Donc, c'est ce travail-là qu'on fait qui vient sensibiliser, sensibiliser le gouvernement, aussi la population franco-ontarienne. L'autre dossier sur lequel on travaille en ce moment, c'est le dossier de santé, la santé des francophones. Quand l'AFO fait des sondages ou même quand le gouvernement, les francophones de l'Ontario ne sont pas si différents de la majorité. Des choses qui les intéressent, il y a l'économie, la santé, ce type de services-là. Mais les services de santé en français, c'est quelque chose qui est vraiment au cœur de nos revendications. C'est quelque chose sur lequel on est en train de mettre beaucoup d'énergie. L'AFO a même récemment embauché une personne pour travailler quasi exclusivement sur les dossiers de santé en Ontario parce qu'on veut voir une amélioration. Vous savez, il y a des régions de l'Ontario qui n'ont toujours pas de service en français. On parle de 25-30 ans après la loi sur les services en français. Comment est-ce que c'est possible de penser qu'il y a des communautés qui n'ont toujours pas de service en français? On a vu des communautés qui ont régressé dans les services en français. Et donc, l'AFO, avec
les joueurs importants dans les services de santé en français. On a des hôpitaux, des centres de santé communautaires, les entités de planification de santé, les réseaux. On est en train de travailler ensemble justement pour voir comment on peut aider à améliorer le système de santé en français. Et ça, on est en train de mettre beaucoup d'énergie dans ce travail-là. Mais tu sais, Jacob, Victoria, ces choses-là coûtent l'argent, puis nos subventions gouvernementales n'augmentent pas vraiment. Et ça devient une des raisons pourquoi on a créé des fonds à la Fondation Franco-Ontario. Tu vois, j'ai commencé à répondre à ta prochaine question. Oui, oui. Wow. Non, mais honnêtement, j'aime beaucoup ce que vous avez mentionné, Peter. Je pense que c'est tellement vrai, surtout dans ce que vous avez dit, surtout dans la santé et puis tout. Je pense que des fois, les gens oublient que non, mais il y a il y a beaucoup des francophones aussi qui ont besoin de ces services aussi en francophone et malheureusement, il n'y en a pas assez. Vraiment, j'ai hâte de voir ce que vous allez nous apporter dans ces prochaines années. Vraiment, c'est très impressionnant d'attendre tout cela. Et je pense que ça rapporte à ma prochaine question. Nous voulons un peu savoir comme qu'est-ce qui a été les défis, comme avec tout ce que vous avez expliqué en travaillant à la FO et vos moments d'apprentissage dans tout cela. C'est une bonne question. Je pense que le plus gros défi, c'en est toujours un de ressources et de catalyser les gens à travers la province. C'est pas toujours évident. On est une très grande communauté. Il y a presque 800 000 francophones à travers la province. Puis on est dans tous les coins de la province. Il y a des francophones à Thunder Bay, Sault-Saint-Marie, Windsor, London, dans l'Est ontarien, Sudbury, North Bay. Mais on connaît bien les grandes villes, mais il y a des petites communautés partout dans la province. Et souvent, regrouper les gens de tous ces organismes-là, de ces communautés-là, ça demande des ressources, pas toujours facile. Et comme j'ai dit, c'est pas tout le monde qui chemine, qui a les mêmes ressources pour développer les communautés. Puis ça, faire ce travail-là, pour moi, c'est vraiment important parce qu'on a besoin, les plus gros ont besoin d'aider les plus petits parce qu'on a besoin de s'assurer que nos communautés restent fortes. La journée qu'il n'y a plus de gens dans les régions, il n'y aura juste plus de communautés. Et on voit deux facteurs. On voit une population qui est légèrement à la baisse. Ça fait pas assez de bébés, les franco-ontariens, mais je ne suis pas en train de vous dire quoi faire. Hein. Et il y a le facteur qui vient aider, qui est l'immigration francophone. Mais on peut inviter autant de gens qu'on veut en Ontario, mais il faut les aider à rester francophones une fois qu'ils sont arrivés. Et ça devient difficile parce qu'il faut s'assurer qu'il y a des services, qu'il y a des lieux de regroupement, etc. Et que les gens se sentent confortables à l'intérieur de la communauté. La démographie franco-ontarienne a changé, est en train de changer considérablement. Les gens de l'Est, c'est pas qu'il y a moins de gens dans l'Est ontarien. Il y a moins de gens dans le nord de l'Ontario, beaucoup de gens qui ont parti du nord pour aller dans le sud puis dans l'Est, puis il y a une population vieillissante dans ce coin-là. Mais ce qui fait aussi dans le sud de l'Ontario que tu as une population qui est en augmentation parce que tu as des gens qui partent des autres régions, mais tu as aussi beaucoup d'immigration qui se retrouvent dans le sud de l'Ontario. Ce qui fait que la région qui était la troisième plus populeuse avant est devenue la deuxième plus populeuse. Puis on dit que d'ici 10-15 ans, il va y avoir plus de francophones dans le sud de l'Ontario que dans l'Est. Ça va être un changement considérable. Donc, quand on regarde ça, il faut s'assurer qu'il y a des services dans ces régions-là, dans des régions où il n'y a pas traditionnellement eu des services en français. Et l'autre élément autour de tout ça, c'est comment tu trouves des francophones quand tu as une masse anglophone tellement concentrée. L'Ontario compte à peu près 14 millions de personnes, 8 millions sont dans le sud de l'Ontario. So, tes 300 000 franco-ontariens sont dans cette région-là, mais il faut les trouver. Puis cette population dispersée, si ce n'était pas pour les écoles, pour les centres culturels, pour les organismes locaux, il n'y aurait pas beaucoup de lieux pour des services en français ou de se regrouper. Dieu merci qu'on a un beau réseau d'écoles, mais ça prend aussi des institutions postsecondaires, puis le Collège Boréal est dans le sud, l'Université de l'Ontario vient de commencer, il y a le Collège Glendon, puis d'autres programmes en français, mais c'est toujours pas suffisant. Il va falloir offrir plus de services comme ça. Donc, quand je te parle de défi, c'est de s'assurer que les bons services sont à bonne place pour les bonnes personnes, qu'on continue à intégrer, accueillir, donner la chance à tout le monde de se sentir comme franco-ontarien ou franco-ontarienne. Puis, à mon avis, un francophone, parce qu'il y a des gens qui vont dire, je suis pas un franco-ontarien, je suis un francophone de l'Ontario.
à mon avis, c'est la même chose. Si tu parles français, tu vis en Ontario, tu es un franco-ontarien ou une franco-ontarienne. Si tu veux l'être, c'est à toi à décider. On ne force personne. Mais si tu veux un certificat, tu peux aussi aller en chercher un sur le site web de l'AFO qui dit que tu es franco-ontarien ou franco-ontarienne. On a mis ça en place parce qu'il y avait des gens qui disaient « Je ne sais pas si je suis franco-ontarien ou franco-ontarien. » Donc, ça, c'est sur le site web. Il y a un petit test de citoyenneté franco-ontarienne si tu veux aller voir. Quand je regarde ces éléments-là, ça c'est quelque chose. C'est difficile d'assurer de la cohésion dans une population qui est si grande, si dispersée. Et aussi, tu as aussi des francophiles dans la province de l'Ontario. Il y a beaucoup de jeunes dans les écoles d'immersion. Beaucoup de gens en Ontario parlent français. Donc, on dit en Ontario qu'il y a 800 000, je pense que c'est 796 000 francophones en Ontario, mais il y a à peu près 1,5 million de personnes qui parlent le français en Ontario. C'est des francophiles, des amis de la francophonie, des gens qui ont passé par l'immersion. Et ça devient intéressant parce que c'est à peu près 11 de la population ontarienne qui a la capacité de s'exprimer en français. Nous, comme communauté, on a besoin aussi de figurer comment on utilise tout ça pour les bénéfices économiques de la communauté. Puis quand on regarde les études, puis je parlais des livres blancs avant, on en a fait un sur l'économie franco-ontarienne. Il y a à peu près 30 000 entreprises qui sont catégorisées franco-ontariennes et ça contribue énormément à l'économie de l'Ontario. Ceux qui pensent que les francophones de l'Ontario, c'est des quêteurs, ce n'est pas le cas. On est des contributeurs. Quand on regarde les statistiques, ça démontre même que si tu es un francophone de l'Ontario puis tu as la chance de travailler en français, ton revenu est un peu plus haut que la moyenne ontarienne. Donc, si tu es bilingue, tu fais plus d'argent que si tu n'es pas bilingue. Ça, on ne le dira pas en anglais, on va juste le dire en français parce qu'on ne veut pas qu'ils soient trop jaloux. Mais quand on regarde ces facteurs-là, il y a tellement de choses qui sont bonnes pour notre communauté, qui nous aident comme communauté. Mais c'est difficile, des fois, avec les ressources qu'on a, s'assurer que ça, c'est connu, qu'on encourage les jeunes à poursuivre leurs études en français, parce qu'il y en a beaucoup qui pensent, je fais mon secondaire en français, j'ai besoin d'aller faire mon collège ou mon université en anglais, parce que je veux m'assurer que je suis prêt pour le marché du travail. Mais il y a des tonnes de jobs en français qui ne sont pas remplis. Le gouvernement de l'Ontario a à peu près 20 à 30 de ses propres emplois bilingues ne sont pas capables de remplir. Donc, et des entreprises privées, il y a des belles opportunités. En tout cas, je vais m'arrêter là. Vous savez, je pourrais parler de ces sujets-là toute la journée. Ah, c'est super intéressant. Nous aussi, à la Fondation, on essaie de grandir vers aussi l'immersion française. On va aller chercher, on va aller essayer d'aller chercher les écoles. Premièrement, les écoles francophones, mais après, les écoles d'immersion, parce que, bien sûr, comme tu as dit, 12% de la population ontarienne, c'est beaucoup. Et puis, c'est vraiment intéressant. Moi, j'avais même pas pensé à ça aussi, ce que tu avais dit au sujet de un jour, c'est la région de Toronto qui va avoir le plus de franco-ontariens. Puis c'est pas comme un milieu en ce moment qu'on pense qui est le plus francophone comparativement aux autres endroits, mais je trouve ça super intéressant. Tout change, puis nous, il faut s'adapter comme communauté aux changements qui se passent aussi. Oui, complètement d'accord. Je vais revenir à la question que tu as commencé à répondre, Peter. Pourquoi est-ce que l'AFO a décidé de créer 2 fonds de dotation à la Fondation franco-ontarienne, un en 2010, puis un en 2018, ouais. Puis là, maintenant, les 2 sont ensemble, mais pourquoi ils ont été créés originellement? Bien, il y a un des fonds qui avait été créé avant mon arrivée, puis je pense que l'idée d'avoir un fonds à la Fondation franco-ontarienne, c'est tout à fait une bonne chose. Il faut se créer des réserves, il faut se créer de l'argent quand il y a une crise. Puis en 2018, on a vu une crise, il y a eu la résistance où le gouvernement de l'Ontario avait décidé d'éliminer le poste du commissaire au service en français, avait décidé d'éliminer l'Université de l'Ontario français. C'est sûr que cette lutte-là de la communauté a mené à l'ouverture éventuelle de l'Université de l'Ontario français et le poste de commissaire au sein du bureau de l'Ombudsman. Autour de tout ça, ça a coûté très cher, cette campagne-là. Dieu merci pour des dons. Dieu merci qu'on avait un peu de réserve même au sein de l'AFO. Mais on réalise aussi que ce ne sera peut-être pas la dernière fois qu'on a un problème de ce genre-là. Et l'idée de créer un fonds pour justement des moments de crise, des moments où on aurait besoin de mobiliser la communauté, d'appuyer les communautés dans les régions pour faire du travail qui va permettre à la communauté de crier haut et fort qu'elle existe, qu'elle a droit à des services, qu'elle a besoin d'outils pour exister
pour grandir comme communauté. Et puis, tu sais, une université, c'est un outil très important justement pour ça. Notre chien de garde, le commissariat au service en français, a aussi un outil qui nous aide à dire le service en français que j'ai reçu n'était pas à la hauteur. Donc, les fonds ont été vraiment créés, un, pour créer une réserve dans des moments de crise, et deux, pour aider à payer le travail politique de l'AFO. Parce que le gouvernement fédéral me donne de l'argent tous les ans à l'AFO et des subventions, mais ce n'est pas vraiment pour le travail politique. Le travail politique, les déplacements du président à Queen's Park, le travail politique qu'on fait, il est payé en gros par les frais de membriété des organismes qui sont membres de l'AFO, des dons qu'on reçoit, si c'est des dons directs, et aussi par des revenus propres qu'on est capable de générer en vendant des choses, en vendant des billets, des activités, etc. Donc, l'argent est vraiment pour ça. C'est pour nous aider à faire un meilleur travail politique, de donner la chance à notre président de voyager plus souvent à Queen's Park, parler à la ministre Mulroney, parler aux autres politiciens, de faire de la sensibilisation à Queen's Park, de ce que la communauté franco-ontarienne contribue, ce qu'elle a besoin pour continuer à évoluer, pour continuer à s'épanouir, puis pour s'assurer que les franco-ontariens aussi sont des pleins contributeurs à l'économie de l'Ontario et qu'on aide la compétitivité de l'Ontario sur la scène nationale, internationale. Il y a des avantages à cette population bilingue-là. Il y a des compagnies qui viennent s'installer en Ontario à cause de ça, mais ces choses-là ont besoin d'être bien connues et comprises de nos politiciens, particulièrement la province de l'Ontario. Et l'argent qui est là nous aide à faire ça. Il faut dire qu'on fait aussi du travail sur la scène nationale quand que ça touche des choses de l'Ontario, mais on travaille aussi avec plein de partenaires comme la FCFA et les organismes porte-parole comme l'AFO dans toutes les autres provinces. Wow, honnêtement, j'ai tellement, mais tellement appris de la francophonie, de votre, c'est quoi, mission, de votre mandat. Je pense que ça a été fantastique, Peter. Mais avant de terminer, je ne sais pas si vous avez un message à ceux qui veulent peut-être donner un don à l'AFO. Qu'est-ce qui est le message? Qu'est-ce qui est le message que vous avez pour ces personnes-là qui écoutent en ce moment? Bien, moi, l'engagement que l'AFO prend auprès des gens qui nous font des dons, c'est jamais toucher le capital. C'est pour ça qu'on a créé le partenariat avec la Fondation franco-ontarienne. On veut s'assurer de seulement utiliser les argents d'intérêt, mais on veut aussi s'assurer de bien les utiliser. L'AFO est très transparente avec ses fonds. On sort un rapport financier à tous les ans. On le présente à l'Assemblée générale. Nos vérificateurs font un travail. Et même au sein de l'équipe, on fait des efforts pour s'assurer qu'on dépense toujours bien l'argent, qu'on utilise les ressources au maximum. Puis ça veut dire qu'on est en train de pas... on ne reste pas au Hilton quand on voyage, nous autres. On reste au Holiday Inn. On fait attention à l'argent. On force notre CA à rester au Holiday Inn aussi. Mais quand on fait des activités, on fait attention. Puis on négocie des bons prix. Puis ça, je veux toujours dire aux gens, on s'engage à bien utiliser l'argent, à l'utiliser prudemment et de s'assurer qu'on rend compte de l'argent qu'on utilise par la suite. Donc, ayez pas peur de contribuer. On a vraiment besoin de votre aide. Merci. Peter, merci beaucoup pour ton message. Merci beaucoup d'avoir été notre invité aujourd'hui. C'était un grand plaisir. Bien, merci à vous deux. Merci Jacob, merci Victoria. Belle émission, puis merci beaucoup à tous ceux et celles qui sont à l'écoute aujourd'hui. 100%. Pour ceux qui écoutent, n'oubliez pas d'aller sur notre site web, de faire un don au fonds appui de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario ou aller direct sur le site web de l'AFO et faisez un don direct à eux. Merci. Merci.